Donc, tout d'abord, bonjour à tous, à toutes et à toutes. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce deuxième volet de ce cycle BD et Société qui a été initié par Sciences Po Alumni. Donc, avant de commencer, je vous rappelle les bonnes pratiques de ces visioconférences, mais je vois que tout le monde a l'air de les connaître. Donc, les micros doivent être coupés. Et puis, les questions que vous aurez à poser seront à poser via le chat de Zoom. Et toutes les questions seront recueillies par Alessandra, qui est la chargée de mission événementielle et communication de Sciences Po Alumni. Et on pourra donc poser ces questions en fin de séance. Alors, ce cycle, un petit mot sur ce cycle. Ce cycle BD et Société donc, a été initié par Sciences Po Alumni et prévoit une conférence par mois à peu près jusqu'à l'été. Donc, à chaque fois, nous recevrons un auteur de BD que nous rattacherons à un thème particulier. Lors de notre première conférence, nous avons reçu Jacques Ferrandez, qui est auteur et illustrateur de BD et qui a adapté l'œuvre de Camus. Et nous avons accueilli également Madame Proutot, qui est la présidente de la Société des études camusiennes. Donc, après la philosophie avec Camus, eh bien, chère Martine, nous allons parler aujourd'hui d'économie et finance avec Largo Winch. Alors, effectivement, en tant que vice-présidente du groupe finance de Sciences Po Alumni, je suis très heureuse de leur proposer donc à notre groupe un thème très atypique et effectivement très différent de nos conférences habituelles. Alors, pourquoi Largo Winch? Eh bien, cette célèbre saga a déjà 30 ans et c'est à l'occasion de ce 30e anniversaire que Citéco, notre nouvelle cité de l'économie et de la monnaie, a organisé une exposition intitulée Largo Winch, aventurier de l'économie. Donc, nous recevons aujourd'hui Olivier Bossard, qui est le directeur du MSc Finance à HEC Paris, qui est auteur de Largo Winch, Introduction à la finance. Nous accueillons également Eric Giacometti, dénommé Bing Bang sur cet écran, qui est ex-journaliste et scénariste de la série Largo Winch depuis le 21e tome. Nous accueillons également Philippe Gineste, qui est le directeur de Citéco, et Jean-Yves Greuet, qui est adjoint au directeur de Citéco et qui est un alumni de Sciences Po. Messieurs, nous vous remercions vraiment vivement d'être avec nous ce soir. Et pour cette conférence, je vous propose donc le déroulé suivant. Après quelques mots d'introduction, je passerai la parole donc à vous, Eric. Vous nous présenterez le personnage de Largo Winch et vous nous raconterez comment vous avez repris l'écriture après le retrait de Jean Van Damme. Ensuite, nous demanderons à Philippe Geneste et Jean-Yves Grevet de nous présenter Citéco et la genèse de ce projet d'exposition. Et enfin, Olivier Bossard nous racontera pourquoi et comment il utilise Largo Winch pour enseigner l'économie et la finance. Et nous aurons donc ensuite un temps d'échange avec les participants et les invités, avec Alessandra qui fera remonter l'ensemble des questions. Alors, quelques mots d'introduction peut-être pour expliquer que Largo Winch, au départ, est le héros de plusieurs romans qui ont été écrits par un romancier et scénariste belge, Jean Van Damme. Ils ont été écrits dès 1973 et publiés entre 1977 et 1984. Et en parallèle, et en tant que scénariste de bande dessinée, Jean Van Damme a connu un très grand succès avec Torgal et la série 13. Et ce n'est qu'en 1990 qu'il commence à adapter ses romans Largo Winch à la BD avec Philippe Franck comme dessinateur. Cette série connaît un énorme succès avec plusieurs millions d'albums vendus depuis sa création. Alors, vous me direz à un moment donné, si vous le savez, combien de millions d'albums, parce que selon les sources, je n'ai pas tout à fait le même nombre, donc vous me direz, mais en tout cas,
j'ai pu lire que c'est la BD la plus vendue dans le monde aujourd'hui. Alors, je ne vais pas en dire plus, bien sûr, et je vais laisser la parole tout d'abord à Eric Giacometti. Donc, Eric, vous êtes journaliste. Non, 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 je ne suis plus journaliste Non, du tout. vous êtes ex-journaliste. J'ai été journaliste, je suis devenu romancier, auteur de thrillers. Voilà. C'est pour ça que Philippe m'a choisi, parce que j'avais été journaliste d'investigation, puis journaliste économique, enfin, chef Exactement. de service en économie au Parisien. Et j'avais quitté le Parisien, j'étais auteur de thrillers. Et il voulait quelqu'un qui a la double compétence, qui maîtrise l'imaginaire et qui maîtrise la matière économique. Cerise sur le gâteau, j'adorais l'argot. Alors, pour vous dire, non, non, l'argot n'est pas la BD la plus vendue dans le monde. Ah, Non, alors vous non. voyez. Non, rendons à Astérix ce qui lui revient. C'est D'accord. Astérix qui vend par millions et millions et millions. Alors, bon, on verra combien de millions, mais en tout cas, effectivement, les informations que j'ai pu lire à droite à gauche sont assez divergentes sur le nombre de millions. Alors, en tout cas, vous avez donc effectivement écrit, si je ne me trompe pas, les aventures d'Antoine Marcasse, commissaire de police et franc-maçon que vous lancez avec Jacques Ravenne en 2005. Cette série est publiée, parue chez Fleuve Noir, c'est bien cela, et connaît un grand succès et elle a été publiée dans 17 pays. Et chez Lattès, maintenant, depuis quelques années, chez Jean-Claude Lattès. D'accord. Alors ensuite, ce n'est qu'en début des années 2010 que vous passez à un nouveau genre en adaptant effectivement les aventures d'Antoine Marcasse en bande dessinée. Et c'est effectivement en 2016 que votre ami Philippe Franck vous propose de reprendre l'écriture de Largo Winch. Donc, pouvez-vous nous raconter effectivement, nous présenter donc ce personnage de Largo Winch et puis nous dire comment vous avez repris cette écriture? Alors, Largo, c'est c'est un playboy milliardaire qui est la tête d'un empire de 262 milliards d'euros, selon les estimations d'Olivier Bossard ici présent, puisqu'il a recalculé tout l'empire, tout l'univers de vin. Il a plus de 600 000 employés, il fait 23 milliards de bénéfices, de résultats. Voilà. Comme vous l'avez dit, il a été créé il y a un sacré bout de temps. Je crois que l'idée est venue, je crois, en 68 par Van Damme. Il était à New York. Il a eu l'idée de ce personnage de milliardaire avec comme baseline l'argent ne fait pas le bonheur. C'est important, ça, de le souligner. Bref, Largo, c'est un milliardaire qui devrait avoir une vie sympathique de milliardaire, comme tout bon milliardaire qui se respecte, mais ce n'est pas Bernard Arnault. Lui arrive plein d'emmerdements au fil des ans, au fil des décennies. Et on bascule à la fois parfois dans un thriller très économique comme OPA, on apprend à faire une OPA, ou alors peut-être un peu plus ça tire vers James Bond. On est vraiment dans le côté thriller avec des décors XXL, avec un côté glamour. Et c'est cette alchimie-là qui fait Largo. Et pour vous symboliser le personnage, pour moi, Largo, c'est Spartacus qui serait devenu César. C'est le rebelle qui devient l'impérator, qui devient chef d'entreprise. Bien, et alors du coup, reprendre l'écriture, ça s'est passé comment pour vous? Ben, vous savez, quand on reprend un personnage comme ça, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Alors moi, c'est le dessinateur, c'est Philippe Franck qui m'a choisi et qui m'a dit voilà un peu ce sur quoi il voulait aller. Il voulait revenir un peu plus au thriller économique. Lui, il voulait qu'on apprenne à nouveau des choses dans le domaine économique. Alors, moi, je ne suis pas économiste. J'étais chef de service à l'époque en matière économique, mais je n'ai pas cette expertise que peut avoir Olivier Bossard ici présent, loin de là. Si vous voulez, moi, l'idée, c'est un passeur. Je me vois comme un passeur. J'ai une matière complexe, l'économie, et l'idée, c'est de la transmettre au grand public et de le faire avec Philippe Franck, dont le dessin sublime toutes ces histoires. Puisque Largo, quand même, vous le notiez, c'est d'abord un personnage de roman, mais ça marchotait. Ça n'a vraiment explosé que quand Philippe Franck a repris le personnage, on a fait un héros de bande dessinée. Et c'est là où il a pris toute son ampleur, tout son succès populaire. Donc, quand vous reprenez ça, vous savez que vous avez un monument. Donc, Philippe m'a aidé. J'ai travaillé sur les précédents albums. Après, vous faites un travail quand vous travaillez sur la matière de l'imaginaire.
Vous avez des techniques, vous avez comme un scénariste, vous savez, quand vous êtes scénariste, vous travaillez pour une production télévisée ou pour le cinéma, vous avez des boîtes à outils. Et cette boîte à outils, vous vous en servez, comment créer un rebondissement, comment mettre en scène des personnages. Bref, vous vous appropriez cette matière. Ça, c'est que le début. Et ensuite, après, une fois que vous avez un peu maîtrisé cet univers, vous partez, vous laissez donner libre cours à votre imaginaire. Et ce qui fait la plus-value, c'est cet imaginaire qui, lui, n'a pas, je dirais, de boîte à outils. Tout d'un coup, vous allez inventer un personnage, vous allez mettre en scène un milliardaire russe, un oligarque russe que vous êtes nourri par de la documentation. Mais après, ça sort de votre cerveau. Et c'est ça qui est fascinant dans un processus d'écriture, que ce soit de BD ou de roman, c'est que vous êtes un peu le Deus ex machina et tout d'un coup, ces personnages prennent corps. Et à la différence du roman, c'est que là, tout d'un coup, ils prennent corps avec un dessin. Mais comme pour un film, comme tout d'un coup, vous les voyez incarnés par des acteurs. D'accord. Et est-ce que l'argot a une singularité particulière qui expliquerait ce très grand succès populaire, à votre avis? Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de recette du succès. A posteriori, on peut toujours dire oui, ça marche parce que on a un personnage qui était un aventurier rebelle qui devient milliardaire. Oui, ça marche parce que tout d'un coup, on découvre l'économie. Oui, ça marche parce que le dessin est fabuleux. Mais vous savez, je me méfie, j'en sais rien pour tout vous dire. Derrière moi, vous avez l'affiche d'un James Bond, Vivre et laisser mourir. Même Ian Fleming, le créateur de Bond, ne savait pas très bien pourquoi son personnage allait devenir célèbre mondialement. Et quand vous regardez un peu tous les succès qui sont sortis, je parle dans l'imaginaire populaire, des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Je pense qu'à mon avis, peut-être le seul point sur lequel on peut tous se mettre d'accord, c'est l'excellence et la qualité du dessin de Philippe Franck, qui a atteint un niveau de perfection qui est quand même remarquable. Où là, on n'est pas on est sur quelque chose de tangible, où vous voyez ces dessins et là, ça vous explose. Il y a une forme d'envoûtement, de séduction sur ces dessins. Après, pour le reste, le scénario. Vous savez, moi, je considère que le scénariste est au service du dessinateur, déjà. Eh bien, merci beaucoup, Eric. Je vais passer la parole maintenant à Philippe Gineste et à Jean-Yves Gruet, donc respectivement directeur et directeur adjoint de Citéco, pour qu'ils nous présentent leur institution et qu'ils nous racontent comment s'est montée l'exposition Largo Winch et aventuriers de l'économie. Alors, je ne sais pas, Philippe ou Jean-Yves, qui veut commencer pour déjà nous présenter Citéco. Je vais te laisser Philippe présenter Citéco. Oui. Donc, la Citéco, la Cité de l'économie, c'est un lieu culturel éducatif qui a été voulu par la Banque de France. Il est situé place du Général Catroux dans le 17e à Paris. Et on a investi en fait un bâtiment qui est monument historique, qui fait près de 7000 mètres carrés quand même de surface utile. Et dans ce bâtiment, il y a eu plusieurs histoires. D'abord, ça a été un lieu d'habitation d'un banquier qui l'a fait construire dans les années 1880 pour y habiter, pour y abriter des collections. Ça a été acheté par la Banque de France en 1919, qui en a réalisé une succursale. La Banque de France avait alors une activité commerciale de banque de détail. Et lorsqu'elle s'est dessaisie de son activité de banque de détail, elle s'est dessaisie de nombreux sites partout en France. Et ce lieu était peut-être le plus beau. Et la gouvernance de la Banque de France a décidé d'en faire un lieu culturel éducatif pour mieux comprendre les concepts généraux de l'économie. Un petit peu comme on pourrait découvrir la physique dans un lieu dédié. En fait, on est sur le modèle des centres de sciences, comme le Palais des Découvertes. Il faut donc découvrir une exposition interactive. Il faut toucher, jouer, manipuler. Et ça se fait à seul, en groupe, en amis, en tribu. Et tout autour de l'exposition principale, vous avez des activités événementielles, donc des conférences, des rencontres, des nocturnes. Et donc, on développe aussi des saisons culturelles. Donc, la première année, on a évoqué les écosystèmes. La seconde année, qui a été extrêmement bousculée par le Covid, évidemment, on avait créé une saison culturelle autour des bulles. Et donc, Largo Winch, de façon un petit peu
imaginaire s'inscrivait dans cette année de Bulle, vu que c'est une œuvre de bande dessinée. Et donc, tous les ans, on a donc une saison culturelle sur laquelle on construit des événementiels qui nous permet en fait d'aller plus au fond des choses, de demander à des personnes qui sont identifiées comme sachantes, expertes, d'apporter leurs idées, de les confronter à d'autres personnes, et donc de faire vivre le débat et montrer en fait que la science économique est une science humaine, une science vivante, qui nécessite en fait d'aller au bout des réflexions de chacun. Alors, je vous invite évidemment à aller sur le site internet de Citeco. Vous avez toute information utile pour venir nous visiter lorsque nous aurons à nouveau l'autorisation administrative pour accueillir des publics. Et vous avez aussi une partie de contenu, avec des vidéos, des jeux, des quiz, des podcasts. Il y a plus de 700 ressources qui sont assez utiles et qui peuvent compléter votre connaissance de la science économique. Alors, pourquoi l'Argo Winch? Là, je vais laisser Jean-Yves développer, mais l'idée, c'est de pouvoir aussi s'inscrire dans beaucoup de domaines, et c'est aussi, d'une certaine manière, faire un petit pas de côté pour que des publics qui sont dans notre domaine de compétences, mais qui sont peut-être aussi intéressés par d'autres choses, se disent oui, c'est un élément tout à fait intéressant qu'on veut voir, qu'on veut découvrir, et qui nous permet aussi de toucher. Et donc, c'est aussi pour nous une façon de s'exprimer vers des publics. Oui, ce que je peux rajouter, c'est que, en fait, un musée a besoin de relancer sa programmation, de capter de nouveaux publics. Et on a ouvert en juin 2019. Donc, il fallait sur 2020 avoir une proposition qui relance la fréquentation. Une exposition, ça prend au moins 2 ans entre le moment où on la conçoit, le moment où on la fabrique et le moment où on la déploie. Donc, c'est quelque chose d'assez long, un peu moins long que peut-être qu'une bande dessinée, mais presque. On a eu la chance aussi d'avoir des circonstances, disons, favorables. Quand on fait une exposition, au départ, on a une pépinière d'idées, et puis on en sélectionne une des fois à cause de circonstances favorables, et après ça pousse peu à peu, et après c'est pris en main par une équipe, et souvent c'est une équipe finalement assez nombreuse, c'est un peu comme la réalisation d'un film. On se rend compte que dans l'ours, à la fin, il y a 2 pages de participants. Il faut quand même citer principalement Didier Passamonite, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est le commissaire de l'exposition, directeur général de actubd.com, et qui a déjà été commissaire de plusieurs expositions de BD dans des musées. Donc voilà, les circonstances favorables, c'était d'abord le fait qu'on ait dans l'équipe quelqu'un qui était aussi très sachant en matière de l'argot, qui avait des contacts avec la maison d'édition Dupuis, et le fait que la maison d'édition Dupuis a été dès le départ assez enthousiaste, et donc du coup on a eu tous les droits possibles pour utiliser les images de l'argot, droits sans lesquels on n'aurait jamais pu monter une telle exposition. C'est une exposition aussi, il y a tous les bons ingrédients. Il y a à la fois des objets, du patrimoine, il y a des planches originales qui ont été prêtées par Philippe Franck, qui sont du patrimoine historique, c'est-à-dire en fait c'est du vrai papier avec du vrai trait dessiné dessus. Aujourd'hui tout est électronique, donc il y a vraiment ce côté matériel. Il y a également des
des éléments économiques. Donc nous, pour faire une exposition à la Cité de l'économie, on tire aussi un petit peu vers l'économie. Donc il s'agissait de mettre en valeur, et Olivier Bossard reviendra sans doute dessus, sur les contenus économiques qu'on retrouve qui traversent cette saga. Voilà, l'exposition elle-même, si on peut dire qu'on peut la décrire, elle a 4 espaces. Un premier espace qui est dédié aux auteurs, donc avec leur histoire, le contexte de leur création, sur la technique du dessin aussi, parce que dans cette exposition, le dessin est quand même vraiment mis en évidence. Il y a des gros plans, on voit des détails qui dépassent évidemment la taille habituelle de la bande dessinée. Il y a une deuxième partie sur la tribu Largo, je dirais, c'est-à-dire les Largo Winch et ceux qui l'entourent. On découvre à la fois ses amis, ses ennemis. Et ça se conclut par une mise en scène du big board, de la table du conseil, avec les différentes divisions du groupe, où les différents chefs de division du groupe se réunissent. Ensuite, on a un espace sur les villes, avec leur imaginaire aussi. C'est un espace très graphique. Et puis un dernier espace plus économique, où là, on a une série de thématiques qui sont tirées des diptyques. Ça va avec des focus pour les visiteurs, pour essayer de leur faire aimer l'économie ou les sensibiliser à des concepts grâce à cette bande dessinée. Ça va des OPA, du trading haute fréquence, en passant par le financement du terrorisme ou les sociétés écrans. Donc, ce sont des petits points pour attirer l'attention du visiteur. Là, il y a pourquoi venir voir cette expo? D'abord parce qu'elle est aussi spectaculaire. On a modélisé la tour Winch. Donc elle est très, très spectaculaire, cette tour qui a été conçue par l'architecte de Largo Winch, l'architecte de la série. On a aussi donc ces planches qui sont des planches originales. Voilà, je dirais qu'on a aussi et ça tout le monde peut venir le voir, un mapping géant dans l'escalier d'honneur de la Cité de l'économie que vous voyez derrière le visage de Philippe Gineste. Très bien, mais merci beaucoup. Alors, redites-nous, donc cette exposition a été interrompue par notre crise sanitaire. Est-ce que, on espère bien que ça va rouvrir à un moment donné, est-ce qu'elle sera encore en cours? Est-ce qu'on pourra la voir? Comment ça se passe? Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, on n'a aucune information particulière sur la capacité de l'établissement à réouvrir, puisqu'il faut une autorisation administrative et aujourd'hui le monde culturel l'attend. Ce qui est en tout cas a été décidé, c'est de pouvoir prolonger l'exposition pour qu'elle puisse être vue, parce que pour l'instant, elle n'a été vue que pendant 2 semaines, ce qui est bien trop court, et en plus dans des conditions qui ont été difficiles. On était juste avant la fermeture du mois de novembre. Donc, elle va être prolongée pour qu'elle soit vue, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été réalisés, et en même temps, on s'est aperçu qu'il y a un public individuel en nombre qui venait la voir, donc c'était un véritable moteur de décision de visite pour venir à la Cité de l'économie. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, vous aurez la possibilité de la voir. Je ne peux pas encore vous dire jusqu'à quand elle sera prolongée, puisque tout dépendra en fait de plusieurs facteurs, mais il se peut qu'elle soit prolongée au moins jusqu'à la fin de l'été, voire plus, si on en a l'opportunité. Elle nous appartient et donc on a toute l'attitude pour cela. J'ai vu dans le chat qu'on posait la question si elle serait en itinérance. Elle va être proposée en itinérance, mais malheureusement, la fermeture de l'établissement nous a empêché de pouvoir la montrer au monde professionnel. Donc, elle sera proposée à l'itinérance, mais on verra bien par la suite où est-ce qu'elle pourra être accueillie. Bon, merci beaucoup. En tout cas, je pense que
tous ceux ici présents iront place du Général Catroux pour découvrir cette belle exposition dès que ce sera possible. Alors, je vais passer maintenant la parole à Olivier Bossard. Donc, Olivier, vous êtes un ancien trader, professeur de finance et directeur exécutif du MSc Finance d'HEC Paris. Depuis 2011, alors là, si j'ai bien compris, votre programme est classé numéro 1 depuis 9 années consécutives au classement annuel des Masters Finance dans le Financial Times. Donc, bravo. Et puis, en juin 2019, vous avez même reçu le prix du meilleur professeur d'HEC. Alors, nul doute, vous êtes un financier hors pair et alors vous utilisez l'Argo Winch dans vos cours. Vous avez même écrit un livre d'initiation à la finance en utilisant l'Argo Winch. Donc, expliquez-nous cela. Oui, alors bon, vous avez donné mon pédigré académique, je dirais, mais pour la partie la plus amusante et qui nous réunit tous ici, moi je suis moi-même fan de bande dessinée, surtout la ligne claire. J'aime bien raconter que c'est avec Tintin que j'ai appris à lire. Alors l'Argo, je l'ai découvert un peu plus tard quand même. C'était avec le deuxième diptyque, OPA Business Blues en 92. Et c'est là que j'ai découvert le monde fascinant des traders en bourse, qui était déjà l'objet du film culte Wall Street d'Oliver Stone, qui était sorti quelques années plus tôt, en 87, je crois. Alors pourquoi l'Argo? Je dirais déjà à la base, pourquoi utiliser la BD? Alors pour moi, je trouve que l'image, c'est un formidable vecteur de pédagogie. Quand je vous disais tout à l'heure que j'ai appris à lire avec Tintin, en fait, à 4 ans, je disais que je savais lire et mes petits cousins me chambraient, ils me disaient « mais tu sais pas lire toi ?» Et moi, je répondais « si, je lis les images de Tintin ». Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on apprend à lire en regardant les images d'une BD. Et en tant qu'enseignant, j'ai constaté aussi que l'accroche visuelle, c'est un excellent moyen de capter l'attention de mon auditoire. Pour en venir à l'Argo, dans mes cours de finance d'entreprise, je me revois projeté en amphi, c'est dans l'album Le Prix de l'argent. Je connais le numéro de la page par cœur, c'est la page 42, parce que je l'ai déchiré de mon album pour pouvoir la mettre sur l'électroprojecteur à l'époque, c'était en 2004, et puis c'est comme ça que j'ai introduit le concept des stock options à mes étudiants. Alors dans un amphi de 200 personnes, vous imaginez, il y en a toujours une bonne cinquantaine qui dorment, et dès qu'on leur projette une image de l'Argo, aussitôt, tout le monde se réveille. Voilà. Et ça s'applique à l'Argo, mais de manière plus générale, quand vous voyez des auteurs dans des domaines très particuliers, je sais pas, je pense à Jean Telet, par exemple, roman historique. Telet, il va réussir à nous intéresser via la BD aux histoires de la marquise de Montespan, la maîtresse de Louis XIV. Il va nous intéresser à François Villon, poète du Moyen-Âge. Il va nous intéresser à Charles IX et au massacre de la Saint-Barthélemy, alors que personne n'aura idée de se plonger dans un roman sur ces sujets-là. Donc pour moi, il y a déjà cet aspect image. Alors ensuite, pourquoi l'Argo? L'Argo, les albums de l'Argo, l'Argo, c'est un bon prof de finance, tout simplement, comme Eric le disait tout à l'heure. Les questions économiques, elles y sont relatées, mais avec une précision absolument redoutable. Jean Van Damme, le scénariste originel, désolé Eric, on parlera de toi tout à l'heure, mais avant Eric, il y avait Jean Van Damme, c'était un scénariste de talent, c'était un conteur exceptionnel, mais c'était aussi un acharné de la documentation. Il est allé voir des banquiers d'affaires, il est allé voir des avocats fiscalistes, tout ça pour se renseigner comment on structurait une OPA. Et après, moi, quand j'ai vu sortir L'Étoile du matin, scénarisé par notre ami Eric, honnêtement, je ne connaissais pas Eric à l'époque, mais je suis allé le googliser. Je me disais, tiens, je vais trouver un trader, parce qu'il décrivait tellement bien ce que sont les crashs éclairs et les salles des marchés. Je me suis dit, on a affaire à un ancien trader qui raconte son passé de trader. Et donc, c'est ça qui est fabuleux dans ces albums, c'est que la trame narrative des aventures de l'Argo, elle est tellement riche, elle est tellement plus vraie que nature qu'il y a de quoi aller plus loin, justement. Et non seulement ça, peut-être un autre point plus personnel, je trouve, c'est que l'Argo, il véhicule vraiment le bon côté de la finance. Je vous parlais tout à l'heure de Wall Street, de Gordon Gekko, qui était joué par Michael Douglas, trader sans scrupules de Wall Street. L'Argo, il est complètement à l'opposé. Donc, c'est un personnage qui m'a beaucoup séduit parce qu'il promeut justement toutes les valeurs positives de la finance, une finance morale, éthique, responsable, ce qu'on appelle dans le jargon la finance for good. Et justement, l'Argo, il va utiliser les outils financiers dans le but d'éviter les délocalisations, dans le but d'éviter les pertes d'emploi au sein du groupe Winch.
Donc, il y a cet aspect que décrivait Eric tout à l'heure, l'aventurier baroudeur, séducteur, à mi-chemin entre Indiana Jones et James Bond, mais pas que. L'argot, c'est aussi un baron d'entreprise qui est aussi résolument moderne. On voit aussi, on parlait du Big Board tout à l'heure, vous l'avez derrière moi. C'est assez marrant, dans les premiers albums où il apparaît en page de garde, le Big Board, c'est que des mecs, la soixantaine, bedonnants. Et vous voyez 30 ans après, on est passé de 0 membre féminin à, je crois, près d'un tiers. Et je ne veux pas cacher de secret, mais je crois que Eric nous en prépare encore une ou deux filles qui vont rentrer dans le Big Board. Donc, je ne sais pas combien il y a de sociétés du CAC 40 qui peuvent se prévaloir justement d'une telle ouverture à la femme. Donc, l'argot, il véhicule toutes ces images beaucoup plus positives qu'on n'a pas l'habitude de voir au niveau de la finance. Donc pour tout ça, moi, c'était l'ambassadeur idéal pour faire parler un peu plus de la finance, de l'économie. Alors concrètement, Olivier, comment ça se passe en fait? Vos étudiants, la première fois qu'ils vous ont vu arriver avec l'Argo Winch, ils ont réagi, ils se sont réveillés, ça j'ai bien compris. Ils ont regardé de près avec sans doute des yeux étonnés. Et alors après, ils ont trouvé ça super, ça les a... C'était sous forme de jeu ou comment ça s'est passé? Non, je dirais, déjà, j'utilise ça comme anecdote, mais bon, mes étudiants, j'enseigne quand même dans un programme international, j'ai 34 nationalités, 83% de mes étudiants sont non francophones. Donc, l'argot est très connu dans le microcosme franco-belge de la bande dessinée, un peu moins à l'extérieur, il faut quand même être honnête. Mais j'en viens quand même à l'idée, voilà, l'image, c'est ce qui va intéresser tout le monde à des domaines plus académiques. Disons que c'est un point d'entrée. Et ça, je l'ai fait dans mon petit bouquin Introduction à la finance. En fait, ce que j'utilise à chaque fois, on a 42 thèmes, 24 thèmes, je crois. Chacun des thèmes est illustré par une vignette particulière qui me sert d'en fait, si j'étais un peu opportuniste, je dirais d'excuse pour aller un peu plus loin dans un domaine de la finance. Mais ça suffit à intéresser les gens. Et ça se voit même, ça s'applique aux réseaux sociaux maintenant. Je publie un article de finance sur LinkedIn, voilà, je vais avoir 10 personnes qui vont le lire. Je fais la même chose sous forme de vidéo sur YouTube. J'ai 35 000 followers et je vais en avoir 70 000 qui vont regarder ma vidéo. Donc, on est dans un monde de l'image et c'est pour ça justement que les muséographes de Cityco ont réussi quelque chose d'exceptionnel. C'est nous intéresser à des sujets quand même extrêmement barbares. Alors, l'économie, c'est compliqué, mais moi, ce que j'enseigne, la finance, c'est encore plus rébarbatif. C'est des maths, c'est complètement déconnecté du monde réel. Et dès qu'on arrive à trouver des points d'accroche visuels, du coup, c'est plus sexy, c'est plus sympa et tout le monde s'y intéresse. Et alors, donc, du coup, je vais revenir vers vous, Eric, parce que là, je comprends que l'idée, en fait, de cette BD, au départ, c'était d'apprendre des choses. J'ai bien compris que certains albums sont sur des thèmes très particuliers de la finance. On a parlé d'OPA, qui est le numéro 3, je crois. J'ai compris aussi que, Eric, vous avez repris le même esprit, puisque, si j'ai bien compris également, les voiles écarlates, donc je n'ai peut-être pas précisé, mais vous avez repris donc à partir du 21e album, vous en avez déjà sorti 2, et je crois qu'il y en a encore 2 autres en préparation. Donc, le premier, Olivier en a parlé, il s'agit de l'étoile du matin. Et le deuxième, les voiles écarlates, si j'ai bien compris, parlait du trading haute fréquence, plus particulièrement. Alors, les deux parlent du trading à haute fréquence. D'accord. En fait, on a choisi ce thème parce que, d'une part, Philippe voulait qu'on aille de plein pied dans la finance, mais vous savez, comme l'a dit Olivier, c'est une matière vaste et complexe. Moi, j'ai choisi le trading haute fréquence parce que j'ai un peu été mêlé à des soubresauts du trading à haute fréquence. Je vous la fais courte. À l'époque, quand j'étais chef de service adjoint en économie, a eu ce qu'on appelle un flash crash à la bourse de New York. Les valeurs ont chuté comme un crack, mais elles ont remonté très vite. Ça a été vraiment spectaculaire. C'est-à-dire, en gros, le Titanic sombre et puis mais remonte à la surface. À l'époque, personne ne comprenait ce qui se passait, sauf peut-être des gens qui étaient très bien introduits. Mais pour les journalistes, on nous a donné une version, c'était un fat finger. Alors, un fat finger, c'est quoi? Ce serait un trader qui avait un gros doigt et qui confond le B de billion avec le M de million. Puis il aurait passé des ordres comme ça. Mais attendez, c'était sur les dépêches AFP, Reuters, c'est tout. Bon, OK. Premier acte 1. Acte 2, on nous a dit, ah non, en fin de compte, c'est pas tout à fait ça, ce serait peut-être du trading à haute fréquence. Et alors là, les yeux s'ouvrent, c'est quoi le trading à haute fréquence? Les trading à haute fréquence, ce sont des algorithmes
qui passent des ordres en bourse à une vitesse, quasiment la vitesse de la lumière. Bon, j'exagère un peu, mais en gros, c'est l'intelligence artificielle qui prend le contrôle. Et ça, entre le moment où on a eu ce flash crash et maintenant, plus de la moitié des ordres en bourse sont passés maintenant avec des algorithmes. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que on n'est plus dans Wall Street avec Gordon Gekko dont nous parlait Olivier. Ça, c'était dans l'imagerie populaire, mais maintenant, non, on est sur autre chose. On est avec des data centers, des serveurs, et ça, c'est fascinant. C'est fascinant, mais attention, ça peut être pénible si c'est pas sublimé par de l'imaginaire et du dessin. Et c'est là où l'ambition, c'était on va vous parler de quelque chose qui est très pointu et on va faire quelque chose de très grand public. Alors justement, je rebondis et là je me retourne vers Jean-Yves et Philippe parce que ce que vous venez de dire est tout à fait ça, c'est quelque chose de très complexe, il faut le rendre accessible au grand public et là le trading de haute fréquence, c'est quand même pas très simple peut-être à expliquer. Donc je me retourne vers vous, est-ce qu'à Citéco, vous avez justement développer des outils ou des programmes qui permettent au grand public de comprendre même ce genre de technologie? Alors, dans le parcours permanent, en fait, il y a tout un espace dédié au marché. Et parmi les marchés, il y en a 3 qui sont mis en avant, dont le marché des actions. Et donc, on a un jeu qui peut se faire à 4 joueurs. Mais on n'est pas sur le trading haute fréquence, hein, on est déjà sur la rencontre de l'offre et de la demande et de l'évolution du prix d'une action par rapport à son environnement et des informations qu'elle veut bien distiller. Et donc, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que les joueurs s'adaptent à l'évolution du cours de marché pour essayer d'avoir la meilleure rentabilité au bout de 4 sessions qui représentent chacune une semaine. Pour préciser la réponse, dans le parcours permanent, donc on explique finalement le principe d'un marché, donc là le marché des actions. Ensuite, pour aller plus dans le détail, ça va être l'objet d'activités événementielles et c'est justement l'objet de l'exposition Largo Winch de pouvoir préciser ce point-là et dans le parcours de l'exposition, il y a une fiche qui précise et qui explique ce qu'est le trading haute fréquence. Donc, ça prend, on propose donc au public de prendre son temps pour aller voir cette explication. Il y a différents publics, hein. Il y a ceux qui vont voir une exposition en regardant son environnement général et en picorant quelque peu, et d'autres qui vont être beaucoup plus consciencieux et qui vont aller vraiment au bout des choses. Et ben pour eux, on a créé des fiches techniques qui permettent d'avoir ces explications, et ceci grâce au concours d'Olivier. Très bien, merci beaucoup. On a organisé aussi il y aura une visite guidée, il y a une visite guidée donc avec cette différentes thématiques. Et donc, comme toujours à Citéco, il y a non seulement, un peu comme à la Cité des Sciences, hein, on a voulu faire une sorte de Cité des Sciences de l'économie, donc on a des contenus qui sont à la disposition de tout le monde et les gens déambulent comme ils ont envie, dans le sens qu'ils veulent presque. Mais il y a aussi donc cette option de la médiation humaine avec, autour de Largo Winch, à la fois une visite guidée et aussi un atelier pour les enfants qui fabriquent leur propre bande dessinée. Donc on a cette offre. Merci beaucoup. Je reviens peut-être à une question pour Eric. Du coup, album 21-22, c'est le trading de haute fréquence. Est-ce que c'est trop tôt pour dévoiler ce que seront les thèmes du 23-24 ? 23 et 4e. Je n'ai pas envie de me faire trancher la gorge par le dessinateur. Mais non. Mais c'est pour ça que je vous dis que vous avez le droit de botter en touche. Non, il a déjà, en fait, il a eu l'idée l'année dernière, pendant le premier confinement, de mettre à disposition les premières planches de l'album. Donc, on sait que ça va se passer dans le domaine de l'espace. On va parler de l'espace. Et on est quand même en plein quand on pense à des gens comme Elon Musk, par exemple. On va parler d'environnement aussi, parce que ça aussi, c'était des sujets. L'environnement, c'est pas un sujet qui avait été beaucoup traité au cours des précédents albums, la conscience environnementale. Et voilà, donc ça, là-dessus, on a déjà... on connaît cet univers. Après, ce qu'il va y avoir dedans précisément, non, parce que sinon, je voudrais profiter un peu de ce qui me reste de vie, quoi.
Et vous savez, pour repartir sur l'économie, je crois que moi, j'ai été bluffé par Citéco. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au début, quand on nous a proposé le fait qu'il allait y avoir une exposition Largo Winch dans un musée de l'économie, je me suis dit, waouh, ça va être chiant. Enfin, je dis ça gentiment, mais ça va être. Et en fait, j'ai rentré dans ce site Citéco, mais oubliez tous vos a priori. C'est incroyable. C'est incroyable. Ne serait-ce que vous allez prendre un escalier principal. Alors, j'ai envie que vous parliez du mapping. En fait, le mapping, c'est quoi? Vous êtes immergé dans les dessins de Philippe Franck. Vous êtes dans la bande dessinée, mais en version XXL. C'est incroyable. Et plus vous allez vous rentrer dans les salles, et je ne parle pas de l'exposition Largo, mais vous allez ensuite dans ces salles pédagogiques, mais vous vous dites, mais bon sang, c'est plus qu'un musée. Le mot musée est vraiment réducteur. Et je pense que tout le challenge avec l'Argo, ça va être de montrer tout le potentiel incroyablement créatif de Citéco. Parce que ça, c'est un vrai challenge. Parce que l'économie, c'est vrai, pour beaucoup, c'est un peu pénible. Ou alors, ça se réduit à des choses, vous savez, basiques. Je ne vais pas m'éterniser, mais moi, j'ai une phrase de l'ex-président, feu le président Mitterrand, il disait quoi? En 86, il disait, vous savez, l'économie, c'est simple, ça se réduit à 2 colonnes, la colonne recettes et la colonne dépenses. Toute ménagère vous le dira. Ben non, justement, c'est pas ça l'économie. Si c'était aussi simple que ça, tout le monde comprendrait le monde économique. Et ce que j'aime dans Citéco, c'est que même moi, j'étais baigné dans cet univers, j'ai appris plein de choses, j'ai pas perdu mon temps, et au contraire, on sort de là, on a envie d'y retourner. Pour préciser ce que vient de dire, on s'est aperçu que le temps de visite moyen à Citéco est supérieur à 3 heures. Ça ne m'étonne pas. Ouais, oui. Oui, donc ça c'est formidable parce que ça veut dire que vous avez réussi à faire des parcours très attractifs et sans doute surprenants en fait pour beaucoup qui ont dû avoir la même réaction que celle que Eric vient de partager avec nous. Alors, je vois le temps qui passe. On va peut-être passer aux questions. Je vais donc poser la première. Je voulais vous demander à tous les quatre. En fait, vous avez en partie répondu déjà. Il y a eu donc des évolutions sociétales et techniques qui ont impacté l'économie de ces 30 dernières années et les impacts sont effectivement très, très importants. On le retrouve dans les albums. Est-ce que vous pouvez… alors, on a parlé des évolutions de société avec les femmes qui rentrent au conseil d'administration. Alors, je ne sais pas s'il est prévu, on verra peut-être dans 10 ans, et que si finalement il y a 100% de femmes dans le conseil, on verra bien. Mais en tout cas, il y a eu cette évolution-là sociétale. Maintenant, on a parlé d'évolution technologique, on parle de l'environnement, de l'espace, il y a eu le training de haute fréquence. Est-ce qu'il y a d'autres sujets particuliers autres fils que l'on peut dérouler, notamment en géopolitique ou des choses de ce genre? Vous savez, avec l'Argo, vous pouvez aborder tous les domaines économiques. Hein. C'est ce qui a fait le succès de la série depuis le début. Donc, ce n'est pas les sujets qui manquent, en fait. Je vois qu'il y avait une pause sur certaines questions. N'importe quelle… Par exemple, prenons l'épidémie de Covid, la pandémie. La pandémie, on pourrait se dire, tiens, voilà un bon sujet pour l'Argo. Le problème, c'est que ces albums sont scénarisés bien avant leur parution. Pour vous donner un exemple, l'album dont on parle, La frontière de la nuit, qui va parler de l'espace, a été scénarisé il y a 2 ans. Ça a été scénarisé avant l'épidémie, avant la pandémie. Donc, si maintenant je commence à travailler sur la pandémie maintenant, l'album ne sortira que dans 3 ans ou 4 ans. Et peut-être que d'ici là, ce sera, et je l'espère, ça aurait été un soubresaut monumental, mais on sera déjà passé à autre chose. Donc, c'est toujours pareil. L'actualité, il faut à la fois s'en nourrir, mais il faut aussi s'en détacher, sinon ça peut vieillir très vite. Est-ce que Philippe ou Jean-Yves ou Olivier, vous voulez rajouter quelque chose sur ce fil conducteur? Oui, alors déjà le fil conducteur, c'est l'Argo, et c'est ça qui est assez amusant, c'est que la bande dessinée, elle va couvrir une 30aine d'années, mais l'Argo, il reste toujours le jeune beau gosse.
Il arrive dans le premier album, c'est un orphelin de 25 ans, je crois, à l'époque. Mm. Et dans les derniers albums, bon, allez, il a peut-être pris 5 ans, 10 ans, mais c'est toujours un jeune beau gosse dragueur, donc il a maximum 30-35 ans, donc il n'a pas beaucoup évolué. Et par contre, c'est le monde tout autour de lui qui va avoir évolué. Et ça, on le voit très bien, indépendamment des différentes thématiques. Dans Voir Venise et mourir, Largo, il est mis au courant d'un complot en utilisant une machine qu'on appelle un facsimile, un téléfax. Bon, il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent, ils ne savent pas de quoi je parle. Et par contre, dans le dernier tome, les oligarques russes, ils utilisent des applications boursières sur leur smartphone. Donc rien que visuellement, tout ce monde, il bouge autour de Largo. Et moi, j'en viens à mes amours de jeunesse à Tintin. Tintin, c'était la même chose, mais au niveau géopolitique au XXe siècle. Tintin, il a commencé avec la Russie bolchevique en 1929. Ensuite, il est passé à la Palestine sous mandat britannique dans la première version de Tintin au pays de l'or noir en 1940. Après, dans le sceptre d'autocar, c'est quoi le sceptre d'autocar? Ni plus ni moins, c'est l'annexion de l'Albanie par l'Italie mussolinienne. Et après, avec Tintin et les Picaros, c'est les républiques d'Amérique du Sud qui sont soutenues par, je ne sais plus comment ils l'appellent, United Fruit Company. Donc on voit tout ce monde du XXe siècle géopolitique. Largo, c'est un peu la même chose dans le domaine financier, économique. Et comme le disait Eric tout à l'heure, c'est ça qui est assez intéressant. Chacun des diptyques est organisé sur un thème bien spécifique. Et là où je ne suis pas trop d'accord avec Eric quand même, c'est que ces thèmes, ils résonnent quand même chez nous, même 10 ans, même 20 ans plus tard. Vous avez derrière moi, je ne sais pas comment je peux me pencher dans le prix de l'argent. Pardon, non, c'est un peu plus, j'arrive pas, puisque voilà, dans Mer Noire, Colère Rouge, ou je ne sais plus dans lequel, dans Voir Venise et mourir. On parle des cartels, c'est dans le domaine de la pétroéconomie à l'époque. Mais maintenant, les cartels, c'est d'actualité avec tout ce que nous font les GAFA dans le domaine de l'information. Le thème, il est toujours là. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Dans Golden Gate et Shadow, on parle de fraude financière et on parle de fake news. Et on n'est pas en 2020. À l'époque, on était dans les années 2000-2002. Donc ces thèmes-là, ils résonnent toujours encore aujourd'hui. Alors, c'est vrai que Largo, il vit avec son temps, donc il vit différentes phases et chaque diptyque est associé à une thématique bien particulière. Mais pour autant, on peut trouver quand même une résonance encore à l'heure actuelle en 2020. Oui, Philippe, vous vouliez. Oui, je voulais ajouter en fait, au-delà de la qualité des scénarios qui sont proposés, qui permettent de s'immiscer dans une thématique spécifique économique ou financière, il y a la qualité aussi des dessins de Philippe Franck qui permet de s'inscrire dans un monde qui évolue. Regardez attentivement, il y a une foultitude de détails et Largo Winch, c'est un aventurier qui va partout dans le monde et ce qui vous permet en fait de découvrir l'univers des villes, des grandes métropoles mondiales et de voir leur évolution dans les 30 dernières années. Et c'est aussi l'un des aspects qui nous a fait choisir de nous investir dans cette exposition parce qu'on voit en fait se développer la mondialisation, forcée ou voulue, et ce qui permettait de développer ces thématiques-là. En fait, lorsqu'on lit Largo Winch, à mon sens, il faut le lire au minimum 3 fois. La première fois parce qu'on est pris par le mouvement des images. Il y a une qualité de dessin qui fait que nos yeux ont envie d'aller d'une image à l'autre et on va finalement très vite. La seconde fois, on relit pour essayer de mieux comprendre le scénario parce qu'il y a quand même énormément de contenus qui sont à l'intérieur. Et la troisième fois, là, on s'y arrête, mais image par image pour relier l'ensemble. Et c'est à la suite de ces 3 lectures qui finalement prennent de plus en plus de temps, qui nous permettent de mieux comprendre l'ensemble de la richesse de l'univers de Largo Winch. Eh bien, merci beaucoup. Je vous propose de passer aux questions peut-être des personnes qui sont avec nous. Alessandra, est-ce que vous avez recueilli un certain nombre de questions? Alors, oui, alors certaines ont déjà eu une réponse dans les échanges qu'on a pu avoir, mais je redescends. Il y avait une question quand même liée, pour rebondir à ce que vous disiez sur l'impact de la pandémie et si on aurait pu imaginer un thème pandémie de Covid dans un album, c'était quel est l'impact sur les problématiques financières et le management d'un groupe comme le groupe W aurait pu avoir la pandémie?
Alors ça, c'est voilà, c'est un des futurs thèmes, peut-être. Alors, évidemment, sur le management, ça bouleverse, on sait, je vais ouvrir des portes ouvertes, mais ça bouleverse l'économie mondiale. Après, en quoi spécifiquement le board de l'Argo et l'Argo lui-même vont-ils s'adapter et tirer les leçons? Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est toujours pareil. Vous savez, moi, je me méfie énormément de mes propres opinions. C'est-à-dire que quand vous êtes face à un phénomène comme ça, vous vous dites, bon, moi, voilà ce que je pense de la pandémie, c'était bien géré, mal géré, voilà ce que devrait faire. Chacun voudrait imposer sa solution. Je considère que c'est une erreur. Je considère que le scénariste ne doit pas imposer son opinion libre au lecteur. C'est comme pour du journalisme, les faits suffisent. Donc, moi, j'aurais des idées. Comment il faudrait faire si j'étais à la tête d'un groupe W, mais justement, je m'en méfie, je ne vais pas le faire. Alors peut-être que Philippe Franck, lui, a des idées particulières. Donc, a priori, ce serait plutôt sur une réflexion, je dirais, éthique et sociétale par rapport à la pandémie. En quoi la pandémie, effectivement, a bouleversé l'économie, en quoi une entreprise a un rôle, une multinationale, a un rôle à jouer pour accompagner cette mutation de l'économie. Ça, c'est vrai. Mais comme on n'a pas tiré toutes les leçons de ce qui est en train de se passer et comme ça continue encore en ce moment, je défie n'importe quel économiste, je défie n'importe quel expert de nous dire ce qui va se passer dans 3 ou 4 ans. Or, moi, si actuellement j'écris mon scénario, je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans 3 ou 4 ans. Donc voilà, il faut être humble par rapport à ça. Et moi, je suis en plus un adepte du signe noir. Signe noir, c'est ce concept qui dit qu'à un moment donné, un événement imprévu peut surgir et tout bouleverser. Les subprimes, ça a été une crise certes, qui ont été un peu anticipés, mais tout le monde est tombé des nues. C'était un signe noir, signe SYGNE. La pandémie, l'impact, ce qui s'est passé, cette fermeture totale, cet emprisonnement de l'humanité quasi entière, c'est aussi un signe noir. Qui nous dit que dans 3 ans, 4 ans, on ne va pas avoir un autre signe noir? Qui nous dit que je vous donne juste, moi je suis un auteur, je travaille dans l'imaginaire, qui me dit que dans 2-3 ans, on ne va pas avoir une flambée, une révolte mondiale des adolescents, des jeunes adultes qui en ont marre de ce monde et qui vont tout casser, tout changer. Eh bien ça, ce sera un signe noir. Et pour ça, pour détecter, quand vous êtes scénariste, quand vous détectez ça, c'est ce qu'on appelle détecter des signaux faibles. Les signaux faibles, c'est quelque chose qui va vous dire, il va peut-être se passer quelque chose. À la rigueur, moi, la pandémie m'intéresse moins que plutôt d'autres choses qui risquent de se passer dans 3 ou 4 ans. Merci. Vous m'entendez? Alessandra? Oui. Alors, sur les possibles thématiques d'albums, vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé avec la flambée des actions GameStop via les utilisateurs de Reddit le mois dernier, il y a 1 mois et demi. Est-ce que ce type de sujet pourrait être abordé? Est-ce que ça pourrait s'intégrer dans l'univers de l'Argo Winch, ces problématiques-là? Alors, évidemment, ça pourrait s'intégrer. Ce que je regrette fondamentalement, c'est que ça ne se soit pas passé il y a quelques années, je l'aurais vraiment utilisé. Je trouve ça fascinant. Mais en revanche, je vais pivoter, je vais passer le ballon à Olivier Bossard pour avoir l'avis d'expert justement là-dessus. Oui, alors là, je rejoins effectivement ce que disait Eric sur la difficulté pour un scénariste sans doute d'intégrer des événements comme ça et est-ce qu'ils vont perdurer dans le temps. Mais c'est sûr que bon, le monde financier est complètement disrupté par l'émergence de le cas de l'action GameStop est typique, l'émergence de nouveaux players, comme on dit, ces petits boursicoteurs qui tout d'un coup vont défier les grands hedge funds. Il y a encore toute cette révolution numérique, l'émergence, j'ai la petite médaille sur mon bureau, l'émergence de ce fameux Bitcoin, auquel personne ne croyait il y a 10 ans, auquel pas grand monde croit encore. Mais bon, est-ce que c'est pas ça l'avenir quand on voit que 20% des dollars en circulation dans le monde aujourd'hui ont été créés l'an dernier? Vous vous rendez compte? Donc, on fait confiance à M. Trump. J'ai ça dans mon bureau. On fait confiance à ces monnaies qu'on appelle fiduciaires qui sont émises par des États auxquels on fait confiance. Et on se dit, mais ça va, ça ne perdra jamais de sa valeur. OK, on dit ça, mais est-ce qu'on peut dire ça à nos amis du Zimbabwe qui ont vu apparaître des billets de 200 millions de dollars du Zimbabwe avant que ça devienne de la monnaie de singe et que ce soit complètement délisté? Maintenant, ces billets, c'est des vrais billets, hein, mais je les achète par liasse entière sur Internet pour les distribuer à mes étudiants en cadeau quand ils réussissent bien leur quiz, pour leur expliquer que la valeur de l'argent papier
à the end of the day, c'est que du papier comme ça, quoi. Donc, oui, moi, je suis persuadé, il y a plein d'autres thèmes à explorer. Alors après, c'est évident, c'est ça tout le travail de subtilité dont parlait Eric. Comment est-ce qu'il peut s'assurer qu'un thème qui est si brûlant, si excitant aujourd'hui, va encore exciter le monde dans 3 ou 4 ans? Si je peux me permettre, moi, avec un avis un petit peu extérieur, j'ai l'impression quand même que Largo Winch, s'il avait vécu la crise du Covid, l'aurait pris en pleine face, hein, quand même. Quand on regarde la structure capitalistique, alors certes, il est le seul capitaine à bord, mais par contre, les entreprises qui constituent le groupe Largo Winch, entre l'hôtellerie, l'aviation et le commerce mondialisé, c'est un groupe qui est quand même assez old school finalement en termes de composition, et on n'est pas dans la nouvelle économie. Donc, il aurait dû courber les chines assez fortement s'il devait vivre cette expérience. À ceci près quand même que ce qu'a fait Largo, il l'explique très bien, je crois que c'est dans Colère Noire, Mer Rouge, c'est qu'il a créé une bourse aux emplois, il a créé une mobilité intérieure à son groupe qui a permis justement, quand ils sont pris de plein fouet à la crise des subprimes, de relocaliser des employés d'une branche à l'autre et finalement d'avoir un taux de chômage interne, comme ils l'appellent, de simplement 4 ou 5%. Donc il y a quand même cette agilité que n'ont pas forcément les grosses holdings qui sont trop focus dans un secteur particulier. C'est d'ailleurs ce que tu dis, Olivier, c'est très juste. Moi, j'ai été bluffé quand j'ai lu ce diptyque Colère Noire, c'est qu'on arrivait juste après la crise des subprimes. Tout le monde s'attendait à ce que Largo Winch nous sorte un diptyque sur Largo et les subprimes, et pas du tout. En fait, il s'en est débarrassé sous forme d'une interview sur une planche, en disant voilà ce qui s'est passé, voilà ce que je fais, et on repart de l'avant. Et ça, c'est très malin de la part de Banham, parce qu'il n'a pas été pris au piège par cette actualité, mais il ne l'a pas nié non plus. Et voilà, c'est après, effectivement, je vais rejoindre Philippe. Objectivement, la structure de l'Empire Winch, elle n'est pas tout à fait... mais elle est en évolution. C'est pour ça qu'on l'a fait évoluer au fil des ans. Donc voilà votre prochain thème, c'est la diversification du groupe Winch. Absolument. Mais vous savez, quand on dit... Philippe Franck est partie prenante là-dedans, parce que c'est Philippe un peu qui est le gardien du temple depuis 30 ans. Et il connaît son Largo au bout des doigts. En plus, c'est quelqu'un qui écoute énormément, qui s'informe énormément, et c'est lui, par exemple, qui a eu l'idée de la refiscalisation de Largo Winch. C'est pas moi en tant que scénariste. C'est qu'à un moment donné, Philippe avait dit on peut plus avoir un héros qui est un optimisé fiscal. Il n'était pas évadé fiscal, il était optimisé fiscal. Il disait ça ne correspond plus aux valeurs de l'époque. Et il m'a demandé d'intégrer ça, de travailler là-dessus. Donc, il faudrait refaire peut-être un tour de piste avec Philippe pour voir lui aussi comment il voit les choses. Excusez-moi, je n'ai pas compris ce que vous voulez dire par optimiser fiscal. Parce que vous avez vous pouvez être évadé fiscal, vous pouvez être un évité fiscal, vous pouvez être un optimisé fiscal. L'évadé fiscal, enfin, Olivier pourra en parler mieux que moi, mais vous êtes dans l'illégalité. Largo, quand il a récupéré son empire avec le premier diptyque, qu'est-ce qu'il a fait? C'était son père adoptif qui a mis qui a mis ça sous forme de holding, ensuite une Handelsstadt qui est au Liechtenstein. Et si vous voulez, tout ça, c'était légal, c'est-à-dire qu'en gros, les impôts étaient payés par toutes les sociétés dans chaque pays, ça c'est légal, mais en revanche, l'argent qui repart dans la poche du propriétaire, en l'occurrence Largo, repartait directement dans ce paradis fiscal. Et ça a duré pendant des décennies. Il est bien évident que de nos jours, c'est plus possible. Moi, le premier qui était un largophile de la première heure, c'est vrai qu'au fil de temps, ça a commencé à m'agacer de me dire ce milliardaire, il a son paradis fiscal. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, on a refiscalisé en se disant dans quel pays on peut se refiscaliser. Alessandra, je vois le temps qui tourne, je suis le gardien du temps, donc dites-moi, est-ce qu'il y a encore peut-être une ou deux questions? Oui, voilà, on va poser 2 dernières questions. La première adressée à M. Bossard. Olivier, des personnes souhaiteraient avoir accès à votre calcul de la valeur de Winch Corp. Savoir comment vous avez fait pour calculer la Alors valeur. ça, on l'a publié je fais un peu de pub d'ailleurs pour notre petit supplément Beaux-Arts Magazine, qui est un excellent supplément J'ai vu qui ça, sert en oui. fait un peu de catalogue de l'exposition.
Et en plus, ça coûte vraiment pas cher, ça coûte que 10 euros. Vous pourrez le prendre à la boutique de Citéco quand elle sera réouverte, vous pouvez le commander en ligne, vous pouvez le commander à votre buraliste. Et là-dedans, je m'y suis mis on s'y est mis à deux avec une grande pointure de la finance d'entreprise à HEC, Pascal Quiri, et on a tout reconstruit les comptes du groupe Winch. Donc, on a repris, j'ai amené au bureau ma collection des 22 albums de Largo Winch. On les a épluchés page par page et on a pris des notes sur tout ce qu'on pouvait essayer de recadrer des bouquins originaux. Et c'est vrai que les comptes qu'on voit sur les pages de garde de l'album, ici dans les quatre coins, ils n'avaient pas été mis à jour depuis, pas 30 ans quand même, mais une bonne vingtaine d'années. Donc, on a essayé, on a refait plein de simulations avec des projections de performance. Pour la branche aérospace, on s'est basé sur Boeing, Airbus. Pour les différentes branches, on a essayé de reconstruire les performances des différentes branches du groupe Largo pour arriver à ce petit tableau synthétique donc, que vous pouvez retrouver dans le supplément du Beaux-Arts Magazine que je conseille à tous. Donc, il y a de la finance, mais il y a aussi plein de choses sympas. Il y a des belles filles, des méchants, etc. Donc, c'est à regarder. C'est un plaisir pour les yeux et c'est fait vraiment avec la qualité de Beaux-Arts, avec du superbe papier. Donc, c'est vraiment un bel objet. Alors, moi, j'ai une petite question pour Olivier. Est-ce que Pascal Quiri va en mettre un extrait dans son Vernimen? Ah, mais justement, dans le Vernimen de cette année, la nouvelle édition, il a mentionné dans les références Largo Winch, introduction à la finance. Donc, on s'est fait de la pub l'un de l'autre. Et bien voilà, parce que, alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, le Vernimen est la Bible, je dirais, de nos étudiants en finance. Et du coup, Pascal Quiri l'a repris il y a quelques années et est un des co-auteurs. Et donc, effectivement, si Largo Winch rentre dans le Vernimen, alors là, c'est une pub extra. Il est rentré dans le Vernimen pour la version 2021, pour l'édition 2021. Et pour ceux qui n'ont pas le courage de se plonger dans le Vernimen, allez, je fais un petit coup de pub. Mon petit bouquin, Introduction à la finance. Donc ça, c'est vraiment grand public. Il y a des collégiens, des lycéens qui le lisent. L'idée, c'est voilà, vous avez aimé les aventures de Largo, vous avez aimé la trame narrative d'Éric. On va essayer d'aller un peu plus loin, tout ce que Éric ne peut pas mettre dans une bande dessinée, parce qu'il n'y a quand même pas la place, il faut quand même laisser la place aux poursuites, aux méchants, aux jolies filles, etc. On essaie d'en raconter un petit peu plus pour amener un peu le lecteur un peu plus loin. Et si ça ne vous a pas suffi, allez à l'Expo Citéco dès qu'elle rouvre. De toute façon, il faut y aller, de toute façon. Alessandra, peut-être l'avant-dernière question, et je poserai la dernière, si vous voulez bien. Eric voulait réagir. Oui, Olivier parlait de jolies filles. Je voudrais quand même dire que dans le prochain, on va parler de MeToo aussi. Ok. Parce et c'est là où il y a aussi une évolution, c'est que les femmes aussi ont évolué dans l'argot. Pour vous donner un exemple dont je suis particulièrement assez fier, dans le dernier diptyque, Largo Winch se prend une veste, c'est-à-dire qu'il veut séduire une jeune femme, et en fait, elle se refuse, elle l'envoie balader avec tous ses milliards, avec sa gueule de playboy, en lui disant c'est pas les hommes qui choisissent, c'est les femmes. Et ça, c'était nouveau aussi dans la série. Et dans le prochain, il y aura une allusion aussi à MeToo, et je pense que c'est intéressant aussi d'aller de plus en plus aussi en prise avec ce genre d'évolution sociétale. Pourquoi pas un transgenre dans le board? Je n'en sais rien, tout est ouvert. Tout est ouvert, c'est vous le scénariste, donc vous allez nous réserver des surprises. Et Philippe Franck quand même, donc c'est lui qui a le final cut. Donc Alessandra, la dernière question de nos auditeurs. Alizé qui pose une question en disant en petit clin d'œil, est-ce que la finance pourra devenir le 11e art via la BD? Voilà. On y travaille en tout cas, apparemment. On y travaille tous. Alors moi, Pardon? Allez-y. Non, je voulais juste peut-être arriver à une dernière question. Vous parlez souvent de diptyque, donc j'ai bien compris que les albums allaient par deux, mais je voulais vous poser la question, pourquoi en fait? Pourquoi? C'était une idée, enfin, ce que j'en sais, de Jean Van Damme, qui a eu l'idée pour des intrigues aussi complexes de consacrer beaucoup plus d'espace et d'avoir une seule histoire, mais de la diviser en 2 tomes.
Et c'est une idée de génie parce que ça permet de mixer l'action et le côté pédagogique. Si tout devait être concentré dans un album, ce sera quasiment impossible. Vous n'avez pas assez de planches pour pouvoir exprimer à la fois, on va dire, ces deux piliers que sont l'entertainment et le pédagogique. Donc, rappelez-nous le nombre de pages habituelles d'une BD. D'une BD, ça dépend, vous pouvez tout avoir. Non, mais je veux dire pour l'Argo. 46. 48. Pardon? 48? Oui, mais il faut. Enfin, moi, je compte avec des pages aussi de réserve. C'est-à-dire, moi, quand je construis mon album, je laisse toujours un peu de marge parce que voilà, il faut toujours savoir s'adapter aussi avec le dessinateur. Mais si vous voulez, c'est une contrainte énorme. Alors, effectivement, comme je le vois sur ce que disait Olivier, oui, on a déjà eu Tintin avec. Ça, c'est vrai. Mais je crois que pour l'Argo, c'est vraiment une marque de fabrique, effectivement. Très bien. Bien, écoutez, malheureusement, nous avons déjà dépassé un petit peu de notre temps. Donc, malheureusement, le temps est venu de se séparer. Donc, je voulais vraiment vous remercier énormément pour vos interventions. Je pense que nous allons tous nous initier à la finance, racheter tous les albums de Largo Winch et nous ruer à Citéco dès que ce sera possible. Et merci beaucoup donc au nom de Sciences Po Alumni. Je voulais juste dire que notre prochain cycle, notre prochain rendez-vous aura lieu. Alors Alessandra, je vous laisse peut-être nous dire quelle sera la date. Oui, vous le savez ou on ne le sait pas encore? Merci beaucoup à tous et on mettra ce replay sur YouTube pour les personnes, si vous voulez le partager nos échanges après la conférence. Merci à tous. Le cycle BD Société se poursuit en avril. On recevra Xavier Coste qui a adapté 1984 en BD. On le recevra le 21 avril. Donc, vous êtes tous les bienvenus et on espère vous revoir à cette occasion. Merci beaucoup Alessandra. Merci beaucoup à tous. Et donc, à bientôt à nos auditeurs pour le prochain épisode de notre BD et Société. Merci. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci.